Donc ce soir, je vais vous parler du livre L'armée française en Afghanistan, le génie au combat 2001-2012, qui est en fait une thèse de doctorat en histoire, la première thèse de doctorat en histoire qui a été réalisée sur l'engagement de l'armée française en Afghanistan et qui a la particularité de recouvrir l'ensemble du temps où l'armée française a été présente sur le terrain. Donc c'est une étude qui a été primée par le prix d'histoire militaire de 2014 du ministère de la Défense, qui a été distingué aussi par l'IHEDN, et que j'ai mis 2 années à retravailler avant de le sortir sous cette forme pour justement rendre ce travail, qui est un travail à la base universitaire, accessible au grand public, parce que je pense qu'il y a véritablement un enjeu très important autour de la connaissance des conditions de l'engagement de l'armée française en Afghanistan, des enjeux en termes d'utilisation de la force armée, des enjeux aussi importants en termes de processus décisionnel politique autour de l'engagement de la force armée, autour aussi de questions importantes comme celle du retour de la contre-insurrection au sein des forces armées françaises. Est-ce que ça signifie au niveau des opérations sur le terrain? Est-ce que ça signifie aussi dans la société actuelle? Donc tous ces enjeux-là, tous ces points-là, j'ai souhaité les retravailler avant justement de pouvoir les communiquer au grand public. Donc le travail ce soir que je vais vous présenter, que vous allez ensuite parcourir dans le livre, est un travail issu de ce travail de doctorat, mais retravaillé justement dans une optique de communication beaucoup plus large. Alors, durant cette présentation qui sera courte, une demi-heure, je ne vais pas vous dire finalement tout ce que vous allez trouver dans le livre, parce que vous allez le lire, vous allez le découvrir, mais je vais peut-être plutôt vous dire ce que vous n'allez pas trouver dans le livre. Voilà. L'histoire de la genèse de ce projet, un petit peu l'aventure que ça a été, et puis globalement quelques clés pour rentrer dans la lecture du livre. Donc, dans un premier temps, on va parler de la genèse du projet de recherche, des grandes étapes de l'engagement de l'armée française en Afghanistan, et comment le génie, cette arme du génie, s'est adaptée pour lutter contre les engins explosifs improvisés, donc ces bombes artisanales qui étaient le moyen privilégié par les talibans pour causer des pertes aux troupes occidentales déployées en Afghanistan. Puis on partagera quelques réflexions, puis je répondrai à vos questions avant d'aller voir le pot de l'amitié. On va continuer d'ailleurs nos échanges. Alors la genèse de ce projet de recherche. Alors voilà, bon, ça c'est un tableau assez compliqué qui reprend toutes les étapes. Donc à la base, moi je suis fonctionnaire, à la base je suis cadre A de la fonction publique territoriale, et j'ai repris des études d'histoire en 2010 pour travailler sur l'engagement du génie en Afghanistan. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais réalisé, bien sûr, de manière antérieure, des études en histoire. En 1998, j'étais allé jusqu'au Master 2, et j'avais travaillé tout particulièrement sur les conflits coloniaux, et en particulier l'Indochine, puisque j'avais retracé la vie du 3e bataillon de la 13e DBLE à Dien Bien Phu à travers le témoignage des survivants donc de ce bataillon. Donc je m'étais familiarisé avec l'histoire orale, le recueil des souvenirs combattants, et aussi avec la contre-insurrection qu'on appelait à l'époque de l'Indochine la guerre contre-révolutionnaire, qui s'est transformée ensuite en Algérie en guerre anti-subversive, qui a ensuite disparu des doctrines de l'armée française après l'indépendance de l'Algérie, pour réapparaître en Afghanistan dans les doctrines françaises à partir de 2007-2008. Donc tous ces points-là, la question de la disparition puis de la réapparition de la contre-insurrection au sein de l'armée française, cet intérêt pour le génie, qui est une arme aussi politique, puisque le génie permet de construire des routes, permet d'ouvrir des villages, permet de déminer, permet aussi de rendre des terrains aux paysans, permet véritablement d'être au plus près des populations et de répondre aux besoins des populations, mais aussi une arme militaire, puisque le génie ne fait pas que de l'assistance aux populations, le génie est aussi une arme de combat. Donc finalement, prendre l'exemple du génie pour aborder la question du retour de la contre-insurrection au sein de l'armée française, c'était pouvoir aussi regarder ce retour à partir d'une arme qui pouvait avoir une action à la fois sur le champ politique et aussi dans le domaine militaire, bien évidemment. Alors ce retour, ce projet de recherche, alors tout ça c'est pas forcément détaillé dans le livre, mais n'a pas été fait non plus n'importe comment. J'ai pris une disponibilité, j'ai souhaité être réintégré comme réserviste au sein d'un régiment du génie pour pouvoir collecter depuis l'intérieur de l'armée française
les témoignages des personnels déployés qui se préparaient pour partir en Afghanistan et qui rentraient ensuite d'Afghanistan. Et j'ai élargi cette collecte. Alors au départ, j'étais au 19e régiment du génie à Besançon et j'ai pu travailler sur l'ensemble des régiments du génie en France qui ont déployé donc, des sapeurs en Afghanistan. Donc ce corpus de sources, ce gros corpus d'histoire orale constitue, je dirais, la source majeure de mon travail, mais pas la source unique, puisque ce travail en histoire immédiate, parce que je vous rappelle, j'ai commencé ce travail en 2010, donc l'engagement français était encore en train de se faire. Donc ce travail en histoire immédiate présente la particularité de pouvoir disposer de sources orales abondantes. Ce que forcément d'autres historiens du passé, comme de la période antique, n'ont pas forcément. Mais on dit, oui, mais alors la question qu'on me pose souvent, c'est mais est-ce que justement être aussi près des événements, est-ce que ça trahit pas, est-ce que ça transforme pas le travail de l'historien et est-ce que ça transforme pas l'historien en journaliste, par exemple? Eh bien non, parce que la méthode historique est la même que l'on soit historien du passé lointain ou historien du passé proche. Finalement, la méthode historique ne change pas. Et la méthode historique, c'est collecter des sources, les identifier, voir de quel point de vue est-ce qu'elles parlent, les critiquer, et à partir de cette construction critique, définir une méthodologie de collecte et d'analyse, et ensuite produire un résultat. Donc cette méthode historique, qui est une méthode de recueil et de critique des sources et d'articulation après des sources pour la construction d'un récit, c'est ce qui constitue finalement l'héritage commun de tous les historiens. Et ce qui fait juste la différence entre les historiens du passé et les historiens très contemporains comme moi, c'est simplement la nature des sources qui change. Voilà. L'historien du passé va travailler sur des traces archéologiques, va travailler sur des écrits anciens, sur des nouvelles traductions. L'historien du très contemporain travaillera sur d'autres sources. Moi, ça a été principalement donc un recueil d'archives orales, de témoignages oraux, d'archives privées aussi des soldats, leurs journaux de marche, leurs photos, parfois aussi leurs vidéos, leurs petits carnets qu'ils avaient avec eux pour noter un petit peu les événements quotidiens. Tout ça, ça constituait aussi une matière des sources que j'ai collectées. Il y avait aussi des sources officielles pour l'Afghanistan, parce qu'on se dit, oui, sur un conflit aussi récent, il ne doit pas y avoir beaucoup de sources officielles. Si, pourtant, il en existe. Il y a les sources, par exemple, autour des débats parlementaires. Il y en a eu quelques-uns, pas nombreux, un en octobre 2001, un en septembre 2008, et puis un embryon de débat en avril 2008, au moment de l'intensification de l'engagement français en Afghanistan, et ensuite la décision du retour qui a été prise par le président de la République sans forcément qu'il y ait un débat parlementaire. Donc, bien évidemment, ces sources-là officielles sont ténues, mais elles existent et on peut justement les utiliser pour documenter aussi ce conflit. Dans les sources officielles, il y a aussi toute la littérature qui est produite par l'armée de terre, qui est souvent en libre accès mais qui demande à être collectée. Les doctrines, par exemple, les doctrines d'emploi, les manuels d'emploi en fait des unités sur le terrain qui évoluent aussi au contact de l'Afghanistan. Tout cela constitue des sources qui sont accessibles et qui permettent d'essayer de retracer, de comprendre l'adaptation de l'armée française suite à ce conflit en Afghanistan. Donc dans les sources aussi, il y a ces sources officielles, il y a ces témoignages oraux, il y a aussi les témoignages directs des soldats qui publient leurs témoignages au retour d'Afghanistan. Il y en a eu un certain nombre, donc une bibliographie qui est assez importante et qui constitue une source à part entière. Et le dernier point moi, que j'ai développé, en utilisant Internet, qui est un nouveau champ aussi de recherche pour l'historien. Internet ouvre des nouveaux espaces, pas simplement en mettant à disposition des archives, mais en mettant aussi à disposition des sources. Et j'ai constitué sur Internet, en utilisant un petit logiciel qui s'appelait NetVibes, c'est un logiciel gratuit qui permettait d'agréger des flux de données d'informations. J'ai construit une page sur l'Afghanistan qui me permettait quotidiennement de consulter toutes les revues de presse, des principaux titres internationaux, Le Monde, Guardian, New York Times, etc., etc. Et donc quotidiennement, je consultais ces articles de presse et j'archivais les articles qui me semblaient être les plus intéressants dans un petit logiciel qui s'appelle Zotero, qui est un logiciel qui à la base fait pour gérer des références bibliographiques, mais qui m'a permis de constituer un fonds d'archives complémentaire pour cette recherche. Donc à la fois, je dirais, un travail de recueil d'archives orales, mais aussi une utilisation d'Internet comme outil de constitution d'un corpus de sources. Voilà à peu près, je dirais, quels ont été
les grandes sources de mon travail. Ensuite, en tant qu'officier et réserviste embarqué au sein de l'institution, je me suis aussi attaché à observer aussi depuis l'intérieur de l'institution l'effet que cet engagement provoquait sur l'institution. Cette institution militaire, je l'avais connue durant mon service national en 98, entre 99 et 2000, donc j'avais eu 1 an d'expérience au sein de cette institution. Ça m'a permis un petit peu de voir comment elle avait évolué et comment aussi cet engagement continuait à faire évoluer les soldats, leur perception de leur métier, aussi l'impact que ça pouvait avoir sur leur environnement familial, sur leur environnement proche. Et je dirais que toutes ces observations m'ont permis de tenir aussi un cahier de recherche journalier qui était un petit peu une observation de type ethnographique. Et j'ai puisé dans ces notes, dans ce ressenti aussi que j'ai collecté durant ces 3 années de recherche pour alimenter mon travail. Donc voilà, l'historien embarqué, l'historien en observation participante qui prend le treillis et qui est intégré au sein d'un régiment du génie pour mener sa recherche. Alors la question qui vient tout de suite, c'est oui, mais vous êtes à l'intérieur de l'institution, vous êtes sous commandement militaire, comment est-ce que vous pouvez faire un travail indépendant? Est-ce que la hiérarchie ne va pas à un moment donné vous mettre une pression pour orienter votre travail dans un sens qui l'intéresse? Et c'est là où ça a été extrêmement intéressant dans la relation que j'ai mis en place au départ avec le 19e régiment du génie, c'est que le chef de corps, donc le patron du régiment, qui était à l'époque le colonel Richaud, a compris l'intérêt que pouvait représenter une étude indépendante sur l'utilisation du génie en Afghanistan, a accepté d'héberger cette étude au sein de son régiment et m'a laissé après carte blanche. M'a ouvert des portes et ce chef de corps et ceux qui lui ont succédé m'ont ouvert des portes sans me demander de compte. Finalement, je dirais le principal écueil n'est pas tant le contrôle de l'institution militaire sur le travail qui était en train d'être fait, puisqu'il n'y en a eu absolument aucun. Le plus grand danger était finalement les phénomènes d'autocensure. Parce que quand vous êtes embarqué au sein d'une institution, vous développez une sociabilité, bien évidemment, vous développez des amitiés avec les gens. Et les gens vous confient un certain nombre de choses, vous confient parfois des expériences difficiles qu'ils ont vécues. Et la question qui se pose derrière, tout de suite, c'est j'en parle pas. Des tirs sur la population, par exemple, qui sont arrivés lors des mandats en 2011, par exemple. J'en parle pas. Des tirs fratricides, des militaires français qui tirent sur des militaires français, ça arrive. J'en parle pas. Donc ça a été ce phénomène d'autocensure, il ne doit pas être sous-estimé. Je l'ai pris en compte, je l'ai critiqué aussi dans mon travail, et j'ai essayé de le détourner. Je suis parti du principe que tous les points devaient être abordés, mais que la responsabilité de l'historien n'était pas forcément de rechercher du sensationnel, de dire il y a ça qui s'est passé, mais d'expliquer pourquoi et comment est-ce que de tels phénomènes pouvaient se produire sur un champ de bataille au XXIe siècle. Parce que si on parle de tirs fratricides, on est en pleine commémoration de la guerre de 14-18, je pense que la guerre de 14-18 a été 1000 fois pire que l'engagement français en Afghanistan au niveau des tirs fratricides. À l'époque, les préparations d'artillerie se faisaient un peu au jugé. Il n'y avait pas de radio forcément pour prévenir lorsque les obus tombaient mal. Les effets sur la population, lorsqu'on mène une guerre au milieu des populations, lorsqu'on mène un engagement au milieu des populations, que ce soit en Indochine, que ce soit en Algérie, mais que ce soit même en ex-Yougoslavie ou au Liban, il y a un risque toujours que la population soit prise entre deux feux. Donc ces éléments-là sont présents. Le tir fratricide, par exemple, le fait que des militaires français tirent sur des militaires français, ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est qu'un champ de bataille qu'est-ce qu'un champ de bataille au XXIe siècle? Ce sont des militaires engagés sur un terrain, avec au-dessus d'eux des hélicoptères, avec des drones, avec des observateurs d'artillerie, avec dans des compartiments de terrain très compartimentés, enfin très difficiles d'accès, on va en reparler. Et tout cela doit être coordonné, tout cela doit être géré dans des opérations de guerre où bien évidemment l'adversaire va essayer de tirer parti du terrain, de l'évolution de l'opération pour s'imbriquer et créer des situations de tir fratricide. Donc tout cela est très compliqué et tout cela doit être expliqué. Ne doit pas être caché, ne doit pas être du non-dit, mais doit être expliqué. Et là, le travail de l'historien, c'est pouvoir remettre tous ces phénomènes-là en perspective sur le temps long
Et c'est ça qui est aussi une grande différence entre le travail du journaliste et de l'historien, c'est que l'historien met son travail en perspective sur le temps long. Et c'est aussi ce que j'ai essayé de faire.